Ça, c'est un titre de propriété lunaire à mon nom. Sur Internet, plusieurs sites font la promesse de vendre d'authentiques actes de propriété lunaire. C'est véridique. Toi aussi, tu peux devenir un propriétaire de terrain lunaire en achetant un demi-hectare de lune. Pour savoir si mon titre de propriété lunaire vaut quelque chose, j'ai rendez-vous avec Philippe Achilleas, qui dirige l'Institut Droit, Espace et Technologie à l'Université Paris-Saclay. Là, on est dans votre bureau, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais je vous propose d'aller en bibliothèque si ça vous dérange pas. Est-ce que mon titre de propriété de la Lune vaut quelque chose? Votre titre de propriété de la Lune vaut quelque chose si vous aimez rêver. Parce que ce que vous avez acheté, c'est une part de rêve. Mais il n'y a aucune réalité juridique derrière ce titre de propriété. Donc c'est un objet de décoration? Voilà, c'est un objet de décoration. Je suis un peu déçu. Pour cela, il faut quand même connaître le droit et avoir une bonne interprétation du droit international. Ce que certainement n'a pas cette personne qui vend les titres de propriété. Le traité de l'espace a été adopté en 1967, notamment pour empêcher l'appropriation de la Lune et des corps célestes, non seulement par les États, mais aussi par tous les ressortissants des États. Pour comprendre les bases du droit de l'espace, il faut que je vous parle de ce fameux traité de l'espace. Et ça, derrière moi, c'est Lunacode 1, le premier robot téléguidé depuis la Terre à s'être posé sur la Lune. Ce véhicule soviétique s'est posé en 1970, un an après que les Américains de la mission Apollo aient marché sur la Lune. Tu l'auras compris, en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se livraient à une course à la Lune acharnée. Alors pour éviter que l'espace ne devienne une zone de tension, les deux superpuissances se sont mises d'accord en 1967 sur quelques grands principes. Par exemple, l'article 2 explique que l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale. La seule exception qui vaille, c'est la récupération d'échantillons de matériel céleste à des fins de recherche scientifique. On vous entend pas très bien les gars, hein, vous devez passer sous un tunnel. Avant, c'était le principe du premier arrivé, premier servi qui régnait. En droit international, la règle c'est que toute terre sans maître peut faire l'objet d'appropriation par celui qui l'occupe. Bien entendu, ce n'était pas envisageable ni pour les États-Unis ni pour l'URSS que le premier à atteindre la Lune plante son drapeau et installe peut-être une petite base en disant voilà, c'est à moi. Si je comprends bien, l'espace appartient à tout le monde, mais personne ne la possède. C'est même plus compliqué que ça. Vous avez un deuxième traité qui est l'accord sur la Lune, qui a été signé en 1979 et qui consacre le principe de patrimoine commun de l'humanité pour la Lune et les autres corps célestes de notre système solaire. Cela signifie que la Lune et les autres corps célestes, ainsi que leurs ressources, appartiennent à l'humanité tout entière. Donc aussi à vous et moi. Exactement. Ah, donc je suis peut-être finalement propriétaire d'un corps céleste. Oui, ceci dit, d'après le texte, puisque c'est une chose qui nous appartient à tous, pour pouvoir l'exploiter, il faut mettre en place un régime international, ce que les États n'ont pas encore réalisé. Et c'est même loin d'être le cas. Seulement 18 pays ont ratifié cet accord sur la Lune, mais aucune puissance spatiale comme les États-Unis, la Chine ou la France. Or aujourd'hui, on sait voyager dans l'espace, mais il est aussi devenu technologiquement envisageable d'extraire et d'exploiter des ressources spatiales. Alors qu'attendent les États pour créer ce régime de coopération internationale? La grande majorité des États du monde, dont la France, préfèrent ne pas écrire d'autres règles ou d'autres lois avant d'avoir bien compris et saisi quels sont les intérêts en jeu. En vérité, certains États ont déjà commencé à rédiger leurs propres règles dans l'optique d'exploiter les ressources célestes. Dès 2015, les États-Unis ont voté la première loi au monde à autoriser l'exploitation commerciale des ressources spatiales par des acteurs privés. En avril 2020, Donald Trump est allé encore plus loin en décrétant que l'espace n'est pas un bien commun mondial. Les États-Unis, le Luxembourg et plus récemment les Émirats arabes unis ont adopté des lois pour autoriser les entreprises privées à exploiter les ressources des corps célestes. C'est leur interprétation du traité de l'espace. Elle n'a jamais été validée par la communauté internationale,
mais on voit derrière le mouvement d'une privatisation de l'espace, un mouvement porté par des entreprises qui entendent faire des bénéfices. Et cet état d'esprit, c'est justement ce qu'on voulait éviter en 1967. Mais alors pourquoi certaines nations et entreprises désirent-elles autant exploiter les ressources spatiales? Exploiter les ressources des corps célestes pour les ramener sur Terre et les utiliser sur Terre, actuellement, c'est inenvisageable. Et techniquement et économiquement, ça n'a aucun sens. Alors pourquoi tout ce bruit? Parce qu'on pense exploiter ces ressources pour les besoins de l'exploration spatiale. Lorsqu'on va envoyer des équipages vers Mars, lorsqu'on va installer des colonies peut-être sur la Lune ou sur d'autres corps célestes, eh bien il faudra des ressources. Et ces ressources, on les aura sur place, on va les exploiter sur place. Et pour Jean-Loup, il n'y a pas que l'eau et l'oxygène qui pourraient être fabriqués sur place. Pour construire la base lunaire, ce qu'on appelle le régolithe, c'est-à-dire la poussière locale pour la compacter et faire des constructions. Il y a des machines qui peuvent le faire ce qu'on appelle sur la Terre le printing en 3 dimensions. Plutôt qu'amener des tonnes et des tonnes de briques, envoyer une machine qui est capable de construire les briques sur place avec le matériel local. Ça fait rêver, hein. Mais quand est-ce que ce sera possible tout ça concrètement? On pense pouvoir envoyer des missions habitées, des missions humaines sur la Lune et sur Mars dans 20 à 30 ans. Et à partir de 2024, c'est l'objectif américain, commencer à envoyer les premiers équipages de façon expérimentale sur la surface de la Lune pour quelques jours, comme c'était à l'époque les missions Apollo, mais commencer après 2024 à commencer à voir comment construire les bases. Donc rendez-vous avec vous en 2024 pour voir qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces bases. Moralité, si vous voulez acheter un peu de rêve céleste, mieux vaut prendre un billet pour le musée. Il faut que je vous parle de ce fameux... Et voilà.